Il n'y a pas assez d'IP pour tout le monde. Aujourd'hui, dans le modèle TCP/IP et Internet qu'on connaît, on ne peut avoir que 4 milliards d'IP au total. On verra pourquoi dans cette vidéo. Et du coup, le problème c'est qu'on est 7 milliards sur la planète. Et que chaque personne possède peut-être un ordinateur à la maison, un téléphone personnel, un téléphone professionnel, peut-être que même certaines personnes n'ont pas Internet, peut-être que d'autres personnes ont des caméras Internet. Bref, les 4 milliards d'IP ne sont pas suffisantes pour que tout le monde puisse se connecter à Internet. C'est un problème, oui, mais heureusement, un mécanisme est là pour nous en sortir, c'est le NAT, le Net Address Translate. Dans cette vidéo, on va voir comment il est arrivé jusqu'ici et comment on l'utilise tous les jours, mais pour cela, on va faire une révision du réseau des vidéos R01 à R08 que l'on a vu sur le modèle TCP/IP. Et une fois qu'on aura revu ces bases solides pour comprendre la suite, on verra que le NAT a permis de résoudre cette équation qui fait qu'avec 4 milliards d'IP, on peut avoir sur Internet beaucoup plus de gens connectés à Internet, même s'il n'y a que 4 milliards d'IP au total. Cette vidéo fait office de révision sur le début du réseau de la vidéo R01 à R08. Elle va survoler ces sujets et vulgariser un peu le mécanisme réseau. Il faudra bien sûr rentrer en détail dans ces vidéos s'il y a des points que vous voulez éclaircir ou approfondir. C'est parti! Alors comment tout cela a commencé? Imaginons qu'une personne sur son ordinateur souhaite se connecter à une imprimante. Il va donc la relier via un câble électrique, parce que l'électricité c'est le seul mécanisme que l'on l'a vu dans la R01 qui permet de faire circuler une information aussi rapide, aussi fiable que possible. Il va donc envoyer une information pour imprimer quelque chose. Mais comment ça se passe dans ce câble électrique? Il faut savoir que l'électricité ne se déplace pas pour envoyer un message. Dans un câble électrique, donc un câble de cuivre, il existe une multitude d'atomes qui, en les excitant, vont produire une onde électrique et ainsi va se propager l'information. Ce ne sont pas les atomes qui se déplacent, mais c'est leur oscillation, comme une vague dans la mer, qui va faire que on va avoir arrivé une vague, alors que les atomes, eux, ne bougent quasiment pas. Ce signal, cette onde électrique, va donc se déplacer d'un point A à un point B sur un câble. Pour faire varier cette onde électrique, on va lui appliquer une force qu'on appelle une tension. Et si on fait varier cette tension, on peut influencer le message. C'est-à-dire qu'on va envoyer une tension haute pour envoyer le message 1 et envoyer une tension basse pour envoyer une information 0. En informatique, on va envoyer que des messages 1 et 0 parce que au niveau de l'électricité, c'est le plus facile à faire varier. Il existe en analogie, en musique et dans d'autres domaines, des signaux électriques analogiques, mais la précision est beaucoup plus difficile à obtenir. Du coup, en informatique, les données doivent être fiables à 100%. On va garder ce mécanisme de 1 et de 0. Et c'est comme ça que l'ordinateur va travailler. Mais alors, comment faire pour envoyer des messages? Parce que nous, quand on parle avec des lettres, des chiffres, des symboles, des images. Eh bien, c'est simple, on va utiliser une table d'association, qu'on appelle la table ASCII, qui va permettre d'associer un caractère à une valeur en binaire. Par exemple, ici, si je veux envoyer le caractère A, en binaire, je vais avoir 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 sur 7 bits. Le caractère A est donc codé en signal électrique par un signal haut, des signaux bas pour faire les zéros et un autre signal haut. C'est ce qu'on a vu dans le cours R01 au niveau de la liaison série. Cette variation électrique va donc être envoyée sur le câble électrique. L'onde va donc circuler vers l'imprimante pour envoyer le message. Mais que se passe-t-il si une autre personne veut utiliser l'imprimante? La personne qui va envoyer le caractère A va l'envoyer à la fois à l'imprimante, mais comme c'est un câble électrique et un maillage électrique, l'information va passer à la fois à l'imprimante et aussi à la personne qui est connectée sur le même système électrique, donc le même type de câblage. Il va donc falloir mettre en place un système d'adressage, qu'on appelle adressage MAC pour Media Access Control. C'est une adresse qui est composée de 6 octets, 3 octets qui représentent le fabricant et 3 octets qui représentent le numéro d'identification du modèle de ce fabricant. Ainsi, on a des adresses MAC qui sont complètement uniques parmi tous les fabricants qui existent dans le monde. Ainsi, tous les appareils et les entités qui sont connectés au réseau électrique, alors je parle de réseau électrique parce qu'on n'a pas encore vu son vrai petit nom à ce moment-là, on est toujours dans la couche physique, on a du câblage électrique, on va attribuer une adresse MAC qui se connecte au réseau. Donc chaque interface qui accède au réseau aura une adresse MAC différente.
Et voilà comment ça se passe. On va devoir encapsuler le message, donc notre lettre A qui voulait être imprimée à l'imprimante, peut être encapsulée avec d'autres informations, dont un système d'adressage. On a donc l'adresse de destination pour savoir où on veut envoyer le message, l'adresse source pour savoir qui a envoyé le message, pour pouvoir lui répondre. On a la data, là où on va mettre notre caractère A. On a un champ de contrôle qui permet de calculer un ensemble d'octets, donc 4 octets, pour vérifier que l'ensemble de cette trame est correct. Ce contrôle sera fait à la source et à la destination, et si le code de contrôle n'est pas le même, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème dans la transmission. Et puis, on a un champ de type longueur, qui selon le type de trame Ethernet, peut être aussi le type de données qui se trouve après, donc dans la data, sur 2 octets. On aura donc une adresse destination, une adresse source. Ici, je vais mettre une taille. Je fais mon contrôle et je passe mon caractère A. Et quand on fait la somme de tous ces octets, on a 6 plus 2 plus 4 plus 1 octet de caractère, on arrive à 19. Alors pourquoi on affiche 13? Eh bien parce que en décimale, 19 n'est pas égal à 13 en hexadécimal. On va faire un bref rappel sur la conversion hexadécimale. 13 en hexadécimal. Un chiffre hexadécimal, c'est un demi-octet. Un octet, c'est 2 chiffres hexadécimales. Donc pour faire la conversion en binaire, on a besoin de redécomposer chaque chiffre hexadécimal en paquets de 4 bits. Donc on va avoir un 1, un 3. Les zéros qui sont devant restent des zéros. C'est comme si 10 et 0,10, pour nous, c'est la même chose. 1, ça se code 0001 en binaire. Et 3 se code 0011 en binaire. On a donc une séquence binaire pour hexa 13 qui vaut 0001, 0011. Avec la méthode qu'on a vue dans la vidéo R02 pour calculer les conversions, on a au bit 1 la valeur 1, au bit de valeur 2 un indice 1, au bit de poids 4 un indice 0, au bit de poids 8 0 et au bit de point 16 1. Et les autres sont à 0. Donc 16 plus 2 plus 1, ça vaut bien 19. Donc 19 en décimale est codé en 13 en hexadécimal. S'il y a des zéros devant, vous pouvez les laisser, ils ne servent à rien. Du coup, la trame Ethernet avec ses adresses source MAC destination est codée en 0 et 1 selon le principe de conversion hexa vers binaire. Et donc, on a une variation de 0 et 1 qu'on peut faire varier électriquement sur le câble réseau qui relie chaque entité du réseau. Du coup, quand on envoie le signal électrique d'une trame, elle est envoyée partout. Mais quand on voit l'adresse destination, la personne qui reçoit une trame qui n'est pas faite pour lui, celle qui possède l'adresse MAC de destination va interpréter le message. Ici, l'imprimante va interpréter le caractère A et va pouvoir l'imprimer. C'est le même principe qu'un courrier qui arrive dans un immeuble. Si vous trouvez une lettre qui n'est pas à votre nom, vous allez bien sûr ne pas l'ouvrir. Si vous êtes un hacker, vous allez ouvrir cette lettre. Vous verrez que en cybersécurité, sur un réseau Ethernet, il est très facile de se brancher sur un switch pour voir passer les trames et de lire tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est évident. Et on verra qu'il est possible de sécuriser de ce phénomène en fermant son boîtier réseau via un cadenas ou une clé, bien sûr, pour que les personnes ne puissent pas accéder au câblage réseau, tout du moins au switch. Mais on verra qu'il existe des attaques où une personne se branche sur une interface réseau qui traîne et se fait passer par quelqu'un en modifiant son adresse MAC. On peut relier tout le monde via un répartiteur, un petit boîtier qui permet de brancher plusieurs câbles entre eux pour faire circuler les informations. Il existe 2 types de répartiteurs. Le hub, le concentrateur, et le switch, le commutateur. Alors un hub, c'est simple, c'est une vulgaire prise électrique où chaque câble électrique est reporté sur les autres interfaces. Ainsi, si un courant électrique arrive dans une interface, il est démultiplié dans les autres interfaces. Le switch, quant à lui, est un peu plus intelligent. Quand il a une trame qui passe par lui, il va mémoriser l'adresse source de celui qui a envoyé le message pour savoir qui est branché derrière ce switch. Et du coup, cette information va être mémorisée. Ainsi, pour un switch, quand il a mémorisé que quelqu'un est connecté par exemple à l'interface numéro 2, si un message arrive à cette interface, il va directement l'envoyer à la bonne interface et donc à la bonne entité. Ainsi, il va pouvoir y avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir communiquer en même temps avec un switch. Je rappelle que sur un câble réseau, quand il y a un signal électrique qui est en train d'être envoyé, personne ne peut communiquer dessus. Puisqu'il y a déjà de l'électricité et un message qui est envoyé, aucune interface réseau ne pourra essayer d'envoyer ce message parce qu'elle verra qu'il y a déjà du courant électrique qui passe dans ce câble. Pour schématiser la suite, les entités, les PC, les imprimantes, enfin, tout ce qui se connecte au réseau sera dessiné par ces grosses bulles bleues. On sait mettre en réseau plusieurs entités et chacun a fait ça dans le monde. C'est-à-dire que le monde est constitué d'un ensemble de petits réseaux locaux. Le modèle TCP/IP va intervenir ici. On va essayer de regrouper
tous ces réseaux entre eux pour pouvoir envoyer des messages, non pas aux personnes qui sont connectées juste à son réseau, mais pour pouvoir envoyer des messages à d'autres serveurs qui sont à l'autre bout du monde. Et c'est là qu'on va voir pourquoi on a dû inventer un autre système que Ethernet, qu'on appellera Internet, hein, le système IP, qui est un système au-dessus. Et on verra aussi pourquoi on a besoin et on est obligé de garder les deux. Imaginons que l'on garde que le système d'adressage MAC et que l'on veut communiquer du PC 1, ici en jaune, au PC 2. Comment l'information, le câblage électrique, a su s'aiguiller pour aller au bon PC? Il aurait pu tout simplement aller partout. Imaginons il n'y avait que des switches et des hubs. Si on était resté avec l'adresse MAC, le signal électrique aurait été partout. Et dans ce cas-là, ça aurait été quasiment impossible parce qu'on parle de plus de 4 milliards de machines connectées. Il n'est pas possible que ces 4 milliards utilisent un signal électrique sur le câblage. On est obligé d'avoir des routes. Et donc, pour avoir ces routes, enfin cet aiguillage, il faudrait, si on était resté qu'avec l'adressage MAC, pour atteindre un PC, que chaque PC sache s'il faut passer l'information ici plutôt vers B que A. A est en haut et B est en bas. Qui peut savoir? Eh bien, c'est avec une table de routage généralement. Donc, il aurait fallu savoir que chaque adresse MAC puisse être redirigée. C'est-à-dire que là, si le message arrive au niveau où il y a les points d'interrogation, il faudrait parcourir une liste d'adresses MAC pour savoir si à ce moment-là, quand un message arrive ici, est-ce qu'il faut partir vers A et B. Et une adresse MAC, il en existe 274 milliards de possibilités. Ça veut dire que chaque machine sur le réseau aurait dû avoir cette information, connaître les 274 milliards d'adresses MAC, et pour chacune d'entre elles, savoir si on passe par A ou par B ou par un autre PC, etc. pour aiguiller les paquets. Alors déjà, ça représenterait énormément de mémoire, on voit bien que c'est pas possible de raisonner comme ça. Et en plus, si le PC2 se déplace pour le travail et va dans un autre réseau local, il aurait fallu remodifier toutes les machines pour tous les aiguillages, pour toutes les tables de routage de cette adresse MAC-là. Donc ce n'est pas possible. L'idée, c'est de sectionner les réseaux et les identifier par réseau et non plus par machine. Et c'est pour ça que l'adresse IP intervient. Toutes les entités qui permettent de faire de l'aiguillage, on va appeler ça des routeurs, vont en fait non pas aiguiller et viser des machines individuelles, des adresses MAC, mais des réseaux. Du coup, on va pouvoir avoir déjà moins de possibilités. Les routeurs vont avoir des tables de routage pour aller vers des réseaux. On veut aller vers tel réseau, c'est par ici. On veut aller vers tel réseau, c'est par là. Et puis, il y a une technique qui est pas mal, qui a été trouvée, c'est de dire si on ne connaît pas le réseau, pour éviter d'avoir toutes ces possibilités de réseau, parce qu'on verra qu'il y a aussi beaucoup de réseaux possibles, c'est de dire quand on ne connaît pas le réseau, on envoie par une route par défaut. Ainsi, un routeur n'a pas besoin de connaître tous les réseaux, il connaît que les principaux qui sont connectés à lui, et pour le reste, il enverra son message à un autre routeur qui se chargera de récupérer cette trame pour aller ailleurs. C'est donc là qu'est né l'IP. L'IP, c'est un identifiant qui est assez spécial. Il est déjà codé sur 32 bits et il possède deux informations. Il est toujours associé à un masque de sous-réseau qui est sous la forme 255.255.0.0. Alors pourquoi 255.255 et puis le reste des zéros? C'est parce qu'un masque est composé de 1 sur la gauche et de 0 sur la droite. Le masque permet de séparer l'adresse IP qui est au-dessus par une partie réseau, un identifiant réseau ici en bleu, et dans ce réseau, la partie machine en verte. Quand on va envoyer un message, on va rajouter une notion d'adressage IP en plus de l'adresse MAC, parce que pour communiquer entre PC, on a vu, on est obligé de savoir où sur le câble, sur tous ceux qui sont branchés ensemble, on doit avoir une adresse physique. Donc on est obligé d'utiliser l'adresse MAC. Mais quand on va parcourir les différents réseaux locaux pour arriver à destination, on aura cette information d'adressage IP pour dire moi je veux aller jusqu'à tel réseau. Et dans ce réseau, une fois que j'arriverai dans ce réseau, deuxième information, donc la partie verte, je vais aller vers tel numéro de machine. Du coup, on va avoir un système de routeurs sur notre réseau qui seront capables de faire l'aiguillage de toutes nos trames, de tous nos messages réseau. Alors vous avez vu que si on fait 2 puissance 32, on arrive à peu près 4 milliards. Il est possible de faire que 4 milliards d'IP. Du coup, les IP sont rangés en 4 catégories. Et on a vu aussi qu'une IP était associée à un masque. Donc vous avez les IP qui ont un masque sur 8 bits, c'est les IP de classe A qui commencent par le bit 0. On a les classes B qui ont un masque sur 16 bits, et les classes C qui commencent par 110 et qui ont un masque sur 24 bits. Vous remarquerez qu'en classe A, comme la partie réseau n'est que sur 8 bits, puisque le masque est sur 8 bits, on ne peut faire que 255 réseaux de classe A. Donc vous voyez, dans le monde des réseaux de classe A, il n'y en a que 255. Par contre, un réseau de classe A a 2 puissance 24 possibilités de faire de machines. Donc dans son réseau, un réseau de classe A peut avoir énormément de machines. On va surtout réserver ces IP
aux GAFA, par exemple, et aux grosses entreprises. A contrario, par exemple pour une classe E, on va avoir énormément de réseaux de classe C, mais chacun de ces réseaux ne pourra avoir que 255 machines. Ce sont donc des tout petits réseaux qui seront connectés à Internet. Quand on possède une adresse IP de classe C, par exemple, ou de classe B, on ne peut attribuer à ces machines que les bits qui sont faits de la partie haute, la partie verte ici sur le schéma. On ne touche pas à sa partie réseau, c'est notre identifiant de réseau sur Internet. Par contre, toutes nos machines peuvent être individualisées par rapport à ce mécanisme. Pour information, quand la partie haute, tous les bits sont à 0, on appelle ça l'adresse réseau, c'est notre identifiant réseau. Quand tous les bits sont à 1, on appelle ça l'adresse de broadcast. C'est l'adresse qui permet d'envoyer un message à toutes les entités de notre réseau. Du coup, les réseaux locaux vont être identifiés par une adresse IP qu'on appelle une adresse IP publique. Et on verra après qu'il existe dans ces 4 milliards de possibilités des zones réservées aux adresses privées. Si vous voulez avoir accès à Internet, vous êtes obligé d'avoir une adresse IP publique ou un serveur pour pouvoir être identifié sur le réseau. Maintenant, je peux donc parcourir 1 à 2, je vais pouvoir passer par différents routeurs qui vont aiguiller ma trame Ethernet avec l'information IP qui est dedans jusqu'au PC numéro 2. Alors, pour aiguiller ces paquets, on va voir comment ça se passe. Chaque routeur est donc équipé d'une table de routage et on va voir ici comment est effectuée une table de routage. On va s'occuper du routeur numéro 2. Il faut tout de suite regarder combien d'interfaces il a. Le numéro 2, sur Internet, il a 2 interfaces. Il a une carte réseau qui est branchée ici, par ici, et une carte réseau qui est branchée ici. Donc à chaque fois qu'un message arrivera sur R2, il ne pourra sortir que par une interface ici ou ici. Alors là, c'est l'exemple, mais normalement, un routeur a beaucoup plus d'interfaces. Il peut en avoir 16, 32, 64, 128. Mais là, pour l'exemple, je vais en utiliser que 2. Du coup, une table de routage, ça se présente comme ça. On va d'abord identifier tous les réseaux que peut atteindre R2. Donc c'est généralement la cartographie qu'on a ici. Donc on retrouve le réseau 67 qui est ici. On retrouve le réseau 198 qui est ici. On retrouve le réseau 128 qui est là-haut. On retrouve le réseau 221 qui est ici. Le 192 qui est ici. Et le réseau par défaut qui est le reste d'Internet qui est là-haut. On repère bien sûr les masques. Pour le 67, un masque à 8. Pour le 198, un masque à 16, etc., etc. Par défaut, on ne met pas de masque. Et ensuite, on va dire, donc on va rester sur R2. C'est pour ça que je l'ai dessiné en hoche. Et on va se dire, si je veux aller au réseau 67, par où je passe? Est-ce que je passe par l'interface ici ou ici? Le plus logique serait de passer par ici. Du coup, j'indique au niveau de l'interface que je sors par la 13.13.02, donc l'interface qui est connectée ici. Et pour accéder au 67, est-ce que j'ai besoin de passer par un autre routeur? Oui, j'ai besoin de passer par R1. Et son interface qui est connectée à nous, c'est la 13.13.01. Normalement, entre une interface et une passerelle, vous devez être sur le même réseau. Donc là, on est bien sur le même réseau. Et on fait ça ainsi de suite. Pour aller au 198, je vais passer par l'interface 03, donc celle-ci, et je vais aller par la passerelle X, ça veut dire que je n'ai pas de passerelle, puisque en fait, dès que je sors, je suis déjà dans le réseau local. Donc, je n'ai pas besoin de passerelle supplémentaire. Je peux mettre une croix ou je peux remettre l'IP de l'interface. Pour la 128, qui est en haut, j'ai 2 possibilités. Soit je passe par ici, ou soit je passe par R3 en allant sur R5, mais c'est plus long. Donc on va dire qu'on passe par la 02 ici et qu'on va devoir en passerelle utiliser le routeur. C'est-à-dire en gros que 128, on ne sait pas trop où il se situe vers le nord, et on va juste dire à R2, écoute, quand tu reçois une trame pour un réseau qui commence par 128, tu envoies ça à R1 en passant par le 02. Du coup, ton message fait ça, et il passe et il arrive à la 13.01, le routeur. R1 aura aussi une table de routage et il saura que pour aller au 128, il devra passer par la 14.23.01 par exemple, pour aller ici en atteignant une nouvelle passerelle R8. Et donc chaque routeur aura sa table de routage. Vous pouvez faire les autres et mettre sur pause pour vérifier que vous avez bien les bonnes solutions. Donc pour la 192, voici le résultat. Et pour la 0.0.0, donc toutes les autres adresses qu'on ne connaît pas, voici le résultat. Alors où est située cette information d'adressage IP? Puisque nous, en fait, on a appris à communiquer d'une machine à une autre, donc d'une machine à un routeur ou d'un routeur à un routeur, via l'adressage MAC. C'est-à-dire qu'on va avoir l'adresse MAC de R1 ou R2 et on va lui envoyer des informations. Et on a vu qu'on devait transporter aussi l'information de l'IP. Eh bien, cette information va être dans le champ données et va être sur cette forme-là. Donc chaque case de ce datagramme est un bit. Et on voit déjà que pour avoir de l'IP, ça demande beaucoup plus d'informations que le protocole Ethernet. Le protocole Ethernet qui est l'adresse MAC, destination, source, longueur et contrôle. Du coup, dans un datagramme IP, donc qui se trouve dans les données, on a une version, une IHL, une taille, un protocole, et on a aussi l'adresse source IP, donc l'IP source et l'IP destination,
des options et la data. Donc nous, c'est les champs aujourd'hui qu'on va expliquer pour comprendre un peu le mécanisme. Pour récupérer un PC sur Internet, on doit envoyer son information d'IP. Donc R1 possède cette adresse MAC, R2 possède cette adresse MAC, et pour communiquer, voici comment ça se passe. On va devoir utiliser ARP. On parle d'adressage Ethernet, d'adressage MAC pour communiquer d'une entité à une autre, d'un routeur à un autre. Puis après, on parle d'IP. Mais comment on fait pour relier les deux? Eh bien, c'est simple. Comme un PC communique que par Ethernet et qu'il a besoin d'avoir une information IP, il va simplement demander en fait au réseau. Donc R2, qui est la source F971CC, donc celui-ci, donc R2, va envoyer à tous ceux sur lesquels il est connecté sur le même switch, il va envoyer une requête ARP, en gros, qui est l'IP 192.168.0.1. Il va l'envoyer le message à tout le monde. Du coup, R1, qui va aussi avoir la trame, va répondre. Et en répondant, il va mettre son adresse, qui va répondre à la F971CC, donc celle-ci, et dans son adresse MAC source, il va avoir la 71EE. Il va lui donner. Et il répond en une trame ARP, bah, c'est moi, 192.168.0.1. Et du coup, comme maintenant R2 connaît l'adresse MAC de l'adresse IP 192.168.0.1, on retrouve F971CC, l'adresse MAC source de R2, et en adresse MAC destination, on n'a plus un broadcast FFFFFF qui envoie le message à tout le monde. Le message maintenant est adressé directement à la F971EE, qui est la 192.168.0.1 qui avait été demandée. Et puis R2 lui envoie, bon ici coucou, mais en fait va lui envoyer le message à transmettre. Et c'est comme ça que, routeur après routeur, les informations sont envoyées. Du coup, voilà, on garde le système MAC pour envoyer des messages, vous avez vu, c'est la trame. Par contre, pour identifier une adresse IP, on envoie une adresse broadcast pour savoir, en gros, pour avoir une association entre une IP et une adresse MAC. Et ça est mémorisé, donc ça veut dire que R2 n'a pas besoin d'envoyer qui est la 192.168.0.1 à tout le monde. Une fois qu'il a eu une réponse, une trame ARP, il va mémoriser dans sa table ARP que voilà, la 192.168.0.1, maintenant, c'est telle adresse MAC. Et donc, à chaque fois qu'il voudra parler à cette adresse IP, il va lui envoyer dans une trame Ethernet à la bonne adresse MAC de destination. Ensuite, dans les données IP, donc le message, c'est bien coucou R1, c'est la data. Par contre, dans les informations IP, on retrouve adresse source destination, la 192.168.0.1, donc c'est R1. Et en fait, R2, lui, c'était l'adresse IP 192.168.0.27. Comme ça, R1 sait que c'est la 027 qui lui a envoyé un message. Il connaît alors son adresse MAC et son adresse IP. Maintenant qu'on sait comment est envoyée l'information d'un PC à un autre en passant par différents routeurs, donc le message est aiguillé, il ne va pas vers R8, il va vers R2. De R2, il passe à R3. R3 va à R4 et non pas R5, donc il y a un système d'aiguillage. Et puis, les routeurs qui communiquent entre eux communiquent avec le protocole Ethernet. Ils envoient des trames Ethernet, chacun les uns avec les autres, en transportant l'adressage IP. Imaginez qu'en fait, pour aller d'un point A à un point B, vous prenez différents trains et arrivez en gare, votre valise avec votre information IP, c'est toujours la même. La valise, elle, passe de train en train, mais va à destination. Là, c'est pareil. Les trames Ethernet sont différentes d'une entité à une autre, parce que chacun envoie sa trame Ethernet pour communiquer avec son adresse MAC destination à son adresse MAC source, mais l'information IP, elle, est toujours la même, pour aller de la 67001 à la 192.168.64.3. Mais une fois que le message est envoyé, imaginons qu'il lui envoie une vidéo, est-ce que le signal est toujours pris électriquement parlant? Est-ce que la liaison est occupée et plus personne ne peut parler? C'est-à-dire que si R8 veut envoyer un message, je sais pas moi, à la 192.168.07, il va y avoir un problème électrique. R8 veut communiquer avec R1, il ne peut pas envoyer son signal électrique puisque le signal électrique est déjà en train de communiquer. Du coup, on va passer à la couche 4, la couche transport du modèle TCP/IP. On va parler du protocole TCP et UDP. C'est un protocole en gros qui va découper son message en plusieurs bouts. Et même parfois en TCP, dès qu'un bout n'est pas reçu, il va être demandé. Par exemple, là, le 2 n'a pas été reçu, et le 2 va être réenvoyé. Donc, on va avoir des informations, des bouts de message qui vont être envoyés sur le réseau. On remarque que chaque petit bout de message est en fait un message Ethernet où on a une information IP et où on a l'information de la couche 4 qu'on va détailler après. Donc tout ça, c'est des petites trames envoyées avec... En fait, le message est découpé en petits morceaux. C'est envoyé, donc le 2, là, il est récupéré. Un accusé de réception pour dire j'ai bien reçu mon message, envoie-moi la suite. Et la suite va continuer à avancer par petits bouts. Ça, c'est le TCP
qui fait ça. Alors la différence entre TCP et UDP, c'est que TCP va accuser réception de tout, va remettre dans l'ordre les paquets. UDP, lui, il va rien faire, il va juste découper le message en petits bouts, et puis ça arrivera comme ça arrivera. Si bien que, en fait, le message maintenant est codé par petits bouts, c'est-à-dire que R8 peut communiquer en même temps que le PC1. Vous avez vu, les petits paquets vont s'entremêler, chacun pourra à son tour parler, et c'est comme ça qu'en fait, on peut être plusieurs à parler en même temps sur Internet. Alors des fois, il y aura plusieurs routes pour une même destination. Par exemple, ici R2, pour atteindre R4, on peut passer par R3 ou on peut passer par R4. En fait, le routeur va pouvoir avoir le choix, soit passer par un endroit ou un autre. Si par exemple une route est bouchée, il va dire bah là c'est un peu bouché, le débit descend, je vais envoyer certains messages de l'autre côté. Du coup, il se peut qu'à l'arrivée, des messages arrivent dans le désordre. Alors TCP va le remettre dans l'ordre, l'UDP non. L'UDP va plutôt être utilisé pour le streaming, hein. S'il manque un bout d'image, c'est pas grave, l'image suivante elle arrive. Voilà. En jeu vidéo c'est pareil, si une position n'arrive en retard, elle sera corrigée automatiquement par celle suivante, il n'y a pas de problème. Par contre, on aura besoin en TCP pour afficher des sites web ou télécharger des fichiers, parce que si dans un fichier il manque une donnée, bah hop, le fichier est corrompu, il sera impossible de l'ouvrir. Donc on va utiliser le TCP, qui lui va accuser réception de chaque paquet, va tout remettre dans l'ordre, pour être sûr d'avoir le fichier dans son intégralité. Alors c'est bien beau tout ça de savoir envoyer un message d'un PC à un autre, mais il faut savoir que dans un ordinateur, c'est multitâche, il y a énormément d'applications qui tournent en même temps. Et sur un serveur, c'est pareil, un serveur n'a pas forcément qu'un seul service, il peut en avoir une multitude. Du coup, les messages sont envoyés, mais comment on fait pour savoir si ce message était à destination, par exemple, d'un serveur Apache pour avoir un site web, ou de son service Minecraft qui est en train de tourner pour jouer en ligne? On va utiliser ce qu'on appelle les numéros des ports. Donc les messages vont être découpés, mais arrivés à destination, ils sont à la bonne adresse IP, donc à la bonne machine, au bon réseau et à la bonne machine. Mais à qui donner ce message? À Apache, à Minecraft? On ne le sait pas. Du coup, si plusieurs applications parlent entre elles, communiquent sur le réseau sur une même machine, à la fin, il faut savoir où envoyer ce message. Alors c'est pas l'IP qui fait ça, c'est la couche transport, c'est le TCP. En fait, en plus de l'IP, dans le datagramme IP, on a vu qu'il y avait un champ data. Dans ce champ data, on va rajouter une notion de numéro de port, c'est-à-dire un numéro logiciel en gros. Et il est codé sur 16 bits, ce qui donne 65 535 possibilités de numéros de port. On pourra donc installer 65 535 clients sur son PC et avoir un même serveur, 65 535 services. C'est assez énorme, mais voilà, c'est la limite de ce mécanisme. Donc il y a des ports par défaut, par exemple Apache est sur le port 80, SQL sur le 3306, et puis les serveurs de jeu, bah, ça dépend, ils peuvent changer. Alors il faut savoir que les serveurs ont un port fixe, hein, c'est fixé par celui qui initialise le serveur. Par contre, un client, lui, a un numéro de port qui est fourni par Windows. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Firefox, si vous allez sur un site, il va vous donner par exemple un numéro de port 63 730. Et si vous ouvrez un autre onglet, il va vous donner par exemple 13 501. C'est Windows qui va lui dire bah là j'ai un port de libre, je te le donne pour que tu puisses communiquer avec ton serveur. C'est pour ça que quand on a un navigateur avec plusieurs pages internet, il y en a, ils ont des onglets, ils ont 60 onglets d'ouvert. Firefox a attribué dans son logiciel un nouveau numéro de port pour pouvoir avoir le résultat d'Internet. Donc il n'est pas possible d'avoir plus de 65 000 onglets d'ouvert sur sa machine, même si on a une quantité astronomique de mémoire RAM. Sinon, Windows va devoir réattribuer des numéros de port, voilà, parce qu'on ne peut pas en avoir plus de 65 000, c'est codé sur 16 bits. Alors ce mécanisme d'avoir des informations dans des informations, on appelle ça l'encapsulation. Et l'encapsulation, c'est le fait, voilà, quand on communique d'un PC à un autre, on envoie une trame Ethernet, et dans ces données, on encapsule les données de la RIP. Du coup, pour aller de PC1 à R1, on va utiliser l'adresse destination de R1, et dans ces données, on va avoir l'adresse source de la machine R1, si R1 est le point final. Sinon, on aura une IP d'un autre réseau, et c'est R1 qui va devoir aiguiller le paquet. Donc bien sûr, en plus des bits d'adresse MAC source destination, on va avoir des bits pour toutes les informations IP. Il y a déjà 20 octets, donc 20 x 8 bits pour les informations IP. Alors je le détaille dans une vidéo propre à l'IP, hein, bien sûr. Ici, c'est pas le cas, on survole une révision. On va avoir une adresse source IP et une adresse source destination, quelques options. Et dans la data, on va se retrouver avec un nouveau datagramme qui lui aussi décompose des bits pour avoir voilà, un adresse port source, un adresse port destination. Donc c'est là qu'on va mettre le port 81. C'est ici qu'on va mettre le port source, je sais pas, 13001 qui a été attribué à Windows pour l'onglet numéro 5 de Firefox. Et dedans, on va avoir bien sûr le message
qui sera envoyée sur Internet. Donc là, c'est la lettre A, 10001. On la retrouve ici. Elle est encapsulée dans le datagramme TCP, donc avec les numéros de port, qui est encapsulé dans le datagramme IP avec les adresses IP, les options IP, et qui est encapsulé par la trame Ethernet avec les informations d'adresse MAC source et de destination et les champs de contrôle qui sont à la fin. Et en fait, tous ces bits-là, 0,1, vont être transformés en signal électrique pour être envoyés sur le réseau. Et c'est comme ça qu'on envoie un petit paquet à travers Internet. Et c'est comme ça que plusieurs machines peuvent parler entre elles parce que elles sont découpées en petits bouts. Donc voilà pour cette introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le réseau. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu de cette dernière. Salut, à bientôt.